le podcast de papotage décomplexé en mixité choisie à propos de nos corps et de la créativité pour se foutre la paix et où on laisse les injonctions sur le paillasson. Moi, c'est Noémie. Je suis une femme photographe portraitiste queer et tu m'as peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux puisque je réalise des portraits boudoirs, modernes ou artistiques, en costume ou non, partage des coulisses de mes séances, mais aussi des billets d'humeur sur le regard que l'on porte sur soi-même. Et aujourd'hui, on va papoter avec... Elle est la co-girl des poneys en peluche, la bretonne d'adoption que la pluie n'arrête jamais, la skieuse aux improbables coups de soleil, effeuilleuse burlesque mêlant glamour et humour, et membre des burlesques Freaky Folly, voici, oh là là, Victoria! Qui d'autre aurais-je pu inviter à cette table? Le cool kid de la cour de récré, qui mêle les références à la pop culture entre cartoon et monstre, de la panthère rose à Mars Attack, et qui peut aussi se transformer en mouche ou sortir un poisson de son slip. Le burlesque performeuse hot-headed Christine sera notre deuxième invitée. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe au ranch, Victoria? Oh, ça va. Petit tonnerre est un peu désagréable en ce moment, mais ça va. Et toi, du coup, Nil, c'est quoi la prochaine créature que tu incarnes? C'est la Panthère Rose, qui est déjà sortie une fois, mais qui est encore en cours de rodage. Ok. Une nouvelle Panthère Rose. Une nouvelle Panthère Rose, Ouais. du coup? Ouais. C'est la Panthère Rose version 2. C'est ça. La 2.0. Oui. Aujourd'hui, on va parler de créativité, de rapport au corps et de vos domaines d'expertise qui sont le burlesque et les feuillages. Comment c'était, vous, votre rapport au corps quand vous étiez petit et petite? À ce que je me souviens par rapport aux photos, plutôt bien. J'étais toujours à poil. Je crois qu'il n'y a pas une photo où je suis habillée ou... Bon, en hiver, ma maman m'habillait quand même. N'appelez pas les services sociaux, s'il vous plaît. Mais non, je pense que mon rapport au corps était plutôt bon. Donc non, le rapport au corps plutôt bien et bienveillant. Et comment ça a évolué quand t'as grandi? La poitrine qui pousse, au niveau visage un peu acné, un peu sévère. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un peu des moqueries, des choses comme ça. Mais j'ai toujours passé outre ces moqueries. Ça m'a jamais trop touchée, on va dire. Parce que j'étais bien entourée au niveau de ma famille. Toujours plutôt bien passé. Après, il y a eu des hauts et des bas. Merci les hormones. Ok. C'est pas trop une question, en fait. Je me suis trop posée. Et quand t'es devenue une jeune femme, une jeune adulte, du coup, ça a un peu changé? Au niveau soutien familial, ma maman, c'est ma meilleure amie. Là, j'ai ma petite sœur aussi qui est très très présente aussi. Après, avec mes activités, j'ai toujours eu des activités sportives ou de loisirs où le corps était mis en avant, on va dire, par rapport... j'ai fait de la danse, donc le corps, il était là. J'ai fait de l'aviron. Alors, en aviron, on avait des combinaisons un peu moulantes, donc pas trop moyen de se cacher. Non, j'ai jamais eu trop de problèmes. J'ai toujours été libre, même si j'étais très discrète, très timide, mais j'ai toujours été assez libre de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai pas trop de souvenirs en fait d'avant les feuillages, par exemple. Ok. C'est comme si c'était une vie passée. Ça a risite. Ouais, carrément. Et du coup, pour toi, Nil, ça donnait quoi ton rapport à toi-même quand t'étais petit? Par rapport à moi-même, quand j'étais enfant, c'était un peu complexe, je crois. Longtemps c'est de la dysmorphie qu'on dit, quand on se perçoit pas comme on est. Coucou, c'est la Noémie du montage. Je t'ai manqué? Je reviens ici juste pour pouvoir te préciser un terme qui est utilisé par Neil, c'est la dysmorphie. Alors je mets des grosses pincettes sur ce terme parce que c'est une définition médicale, mais voici ce à quoi ça correspond. La dysmorphie corporelle ou dysmorphophobie, c'est un trouble psychiatrique qui est caractérisé par une obsession de l'individu vis-à-vis d'un défaut physique. Cette obsession excessive, elle est la source d'angoisse et de stress chez l'individu qui développe une altération de la perception relative à son image. En gros, si on devait simplifier, c'est un peu comme si on se voyait dans un filtre déformant par rapport à la réalité de ce qu'est notre corps. Allez, on y retourne. C'est un truc que j'ai toujours un peu fait, je crois. J'ai grandi dans le sud, à Nice. Bon, c'est un peu cliché, mais au niveau du paraître, faut être mince, faut être beau, faut être bien coiffé, faut être féminine quand on est une fille, faut être masculin quand on est un garçon. Enfin, c'était pas les pires, ma famille, mais
il y avait quand même un truc bien ancré. Donc j'ai grandi avec un peu de grossophobie internalisée, merci. Chose qui a évolué à travers plein de pratiques. Et le burlesque m'y a un peu aidé forcément, améliorer mon rapport à mon corps, ouais. Et tu dirais qu'il a évolué comment quand t'as grandi, quand t'as passé la phase de la puberté, et après quand t'as été peut-être un petit peu plus indépendant, que t'as pu peut-être aussi un peu désolidariser des reproductions que pouvait avoir ta famille en termes de... Mmh. Alors quand je me suis éloignée de ma famille, que je suis partie en études Ouais. aux Beaux-Arts, j'ai fait des rencontres qui étaient très bénéfiques pour moi. Commencer à m'intéresser au féminisme. En fait, je crois qu'il y a eu un gap à partir du moment où j'ai expliqué à ma mère que mon corps était comme ça en fait, et que j'avais pas envie de me faire du mal. Enfin, que moi je suis quelqu'un qui aime bien. En fait, je suis comme je suis, et j'ai pas envie que les questions de poids, par exemple, ou les questions de ce que je mange, etc., soient au centre de ma vie tout le temps. Et que ça me rendait pas heureux, qu'en plus, voilà, je vivais bien sans ces questions, que Mm. j'étais en bonne santé, qu'il y avait pas de raison, en fait, que ce soit un truc, je crois que ma mère l'a compris. Et même si je sens que c'est un truc qui est toujours, dans sa tête, heu, ça va, enfin, ça va mieux, mais ça, c'est son problème. En tout cas, c'est son problème et elle le garde pour elle, et ça, c'est assez clair entre nous que, moi, je vis comme je veux, et qu'elle me dise des fois ce qu'elle pense, c'est ok, mais je veux pas que ce soit au centre de nos relations, et je veux pas que ce soit. Je veux pas qu'on m'en parle tout le temps. Mm. Voilà, donc des conversations honnêtes, mais c'est mon corps, quoi. Ouais, ouais, ça reste ta propriété, Ouais, et en voilà. fait, t'as pas besoin de Bah verbaliser non. sur mon expression Mm, corporelle, en fait, quelle qu'elle soit, en fait, et mm. juste c'est un fait, Ouais, il est présent, je t'informe qu'il est ouais, présent, ouais. et ça s'arrête là, en fait. Oui. Et là, j'ai beaucoup parlé de grossophobie internalisée. Et en fait, ça concerne aussi les questions liées à l'identité de genre, par exemple. Hey, c'est encore moi. Je viens juste pour t'expliquer un tout petit point avant qu'on passe à la suite. Neil est une personne qui est née assignée femme à la naissance, donc perçue comme femme, et qui aujourd'hui ne se définit ni par le spectre féminin ni par le spectre masculin du genre, et qui est donc une personne non binaire. Allez, on y retourne. Moi, je me suis beaucoup cherché, en fait. J'ai été très très femme à une époque et tout. J'ai toujours adoré me déguiser et porter des vêtements extravagants, des paillettes et tout, mais en même temps, je sentais que dans mon quotidien, j'étais pas forcément à l'aise avec une expression très féminine en fait. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc qui était dissonant, et ça a mis du temps, à se débloquer, quoi. Et les questions de genre et d'identité de genre, ça a été quelque chose qui a été hyper déterminant, toi, dans la manière dont tu as vécu ta corporalité Ouais. à cette époque-là? Comment ça s'est passé? Pas à cette époque-là, plus tard. Ouais. Je m'en suis rendu compte plus tard, il y a quelques années, j'ai travaillé dans une ressourcerie, c'était un boulot qui était assez physique. J'ai pris du muscle, pas mal, et en fait, Ok. j'étais là genre: «Eh, j'aime bien et tout», et en fait, ça a changé, des choses, même dans ma manière de m'habiller, en fait. Enfin, et je me suis dit: «Eh, en fait, là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se débloquent». Enfin, je suis beaucoup moins, en fait, je crois que ce truc de grossophobie que j'avais à une époque, c'était, ça me donnait plus c'est de la dysmorphophobie qu'on dit? Mm. Ouais. Ouais, je crois que c'était plus ça le problème, en fait, qu'un réel problème de grossophobie, en fait. Mm. C'était plutôt la vision que me donnait mon corps habillé, Que le corps en lui-même. que le corps en lui-même, parce qu'en fait, moi je me suis toujours aimé à poil par contre. C'est vrai. Enfin, j'ai toujours aimé mon corps nu. Ça a l'air de te parler, Victoria. Ouais, carrément. Je suis Mm. beaucoup plus à l'aise nue que habillée. Je pense que c'est un peu pour ça que je me suis lancée dans les feuillages. Voilà. Comment ça, c'est pas neutre? Comment est-ce que vous vous sentez avec votre corps à l'heure actuelle? Parce que là, on a parlé un peu du passé, de comment vous en êtes arrivé là. Comment vous vous sentez maintenant, vous, dans votre corps? Eh ben, bien. Franchement, très très bien. Bon, toujours pareil avec ces foutues hormones. Des fois ça va, des fois ça va pas. Mais en règle générale,
Les feuillages, ça m'a permis de faire une thérapie. Alors, est-ce que c'est plus cher ou moins cher qu'un psychologue? Au final, je sais pas. Les paillettes, ça coûte cher. Mais franchement, c'est une très bonne thérapie. Sur le fait que on découvre qu'il y a plein de corps différents, morphologies différentes, euh, et que tout le monde peut faire des feuillages, des grands, des petits, des gros, des pas gros, des unijambistes, enfin peu importe, les feuillages est vraiment fait pour tout le monde. Et je me suis dit, si telle ou telle personne peut faire de l'effeuillage, pourquoi pas moi avec le corps que j'ai et que j'ai pas spécialement envie de changer par rapport à la mode ou au diktat de d'autres personnes que je connais pas. J'essaye de prendre soin de moi comme je peux, à coup de sport, qui me fait du bien, hein. Je le cache pas non plus, au niveau alimentaire, avec rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas un régime, mais qui me fait du bien, on va dire, au corps et qui me fait du bien, du coup, si je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. C'est parfois toujours un peu compliqué, Ouais. mais mon rapport s'est quand même nettement amélioré dans le sens où j'ai envie d'en prendre soin pour les bonnes raisons. Je rejoins ce que tu disais, en fait, c'est plus écouter, ben, avoir une alimentation qui me fait du bien, qui m'empêche d'avoir mal au ventre, qui me permet d'être en forme, alerte, et de lui permettre d'être ouais, mon vaisseau quotidien, en fait, Le, qui soit confortable et dans lequel je suis bien, plus dans ce rapport, ouais, de soin. le moyen qui permet de vivre des expériences et des choses aussi au fur et à mesure, que ce soit du perso ou du pro, quoi. Notre estime de nous-mêmes, elle se construit par rapport à nous-mêmes, mais ce qu'on disait aussi par rapport aux autres, à ce qu'on peut nous renvoyer. Comment vous vivez aujourd'hui aussi l'image qu'on peut vous renvoyer de vous, que ce soit alors les réseaux sociaux, parce que de par vos professions burlesques et feuilleuses, c'est obligé d'être un petit peu sur les réseaux sociaux, et donc du coup on n'est pas sur les mêmes contextes, on n'est pas dans son groupe habituel aussi de famille, mais aussi les pairs, les gens qui peuvent être avec vous. Comment ça se passe à ce niveau-là? Je sais pas trop pourquoi. Il y a pas si longtemps, j'ai compris et accepté que je ferais jamais l'unanimité. Et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, en fait, moi, j'aime pas tout le monde. J'aime pas le travail de tout le monde. Et pour autant, je leur veux pas du mal. Enfin, tous les gens dont j'aime pas trop le travail ou l'esthétique ou je sais pas. Enfin, et que du coup, moi j'étais ok pour qu'on ressente ça pour moi aussi, enfin, quelque chose de l'ordre de l'indifférence. Enfin, voilà, tant que ça reste respectueux, c'est ok. Et bon, après, je dis ça, mais je fais quand même des rechutes, hein, des fois, de je suis nulle, tout le monde va m'oublier, cette personne est tellement meilleure que moi, et tout. Et après, bon, comme je suis quand même bien entourée, j'ai régulièrement des personnes qui me disent tu te calmes, tu arrêtes. Nous, on t'aime. Ça compte pas pour toi? Si. Bon, bah voilà. Du coup, ouais, ça fait ouais, 3-4 ans là que je suis beaucoup plus en paix avec ça, et franchement, ça fait du bien, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Non. On n'est pas obligé non plus de s'aimer tout le temps, hein. On a le droit de pas s'aimer tout le temps, on C'est a le vrai. droit d'avoir un corps qui bouge et qu'on aime plus ou moins en fonction des moments et des périodes. On a le droit d'avoir aussi des choses qui changent dans nos vies et qui viennent impacter aussi l'estime qu'on peut avoir de soi sans que ce soit forcément son corps. On peut avoir des moments qui sont pas globes non plus et qui font que ça peut influencer la manière dont on se perçoit et dont on peut percevoir notre travail aussi. Parce que quand on fait des métiers créa, spoiler, ça influe forcément dans notre créativité et c'est inévitable. Donc voilà, je pense que c'est un truc aussi à se rappeler, que même si là on peut dire des fois que ouais, on se sent vachement mieux maintenant, ça veut pas dire que ça va tous les jours non plus, Oui. et que on peut avoir de la nuance aussi là-dedans. Et on a le droit aux rechutes, on a le droit de dire Oui. qu'il y a des moments ça va pas, et qu'on aime plus ce qu'on fait, qu'on sait plus si c'est bien, voilà, c'est ok. Oui, et puis en plus, c'est le fait de l'accepter pour soi, ça permet de l'accepter aussi pour les autres. Et en fait, ça va aussi avec ce truc de je ferai jamais l'unanimité, c'est pas grave en fait. Mm. Et on fait des rechutes,
Du coup, là, je redonne de l'importance à des gens, à la validation de certaines personnes dont je me fous. Mais bon, on est construit comme ça arrive. Enfin, c'est la vie en fait. Ouais. Et c'est plus doux, pareil, de s'autoriser des fois des rechutes. Enfin, comme tu disais, enfin, on est émouvant. Ouais, dédramatiser, je pense, ces moments-là où Oui, ça peut arriver et c'est pas grave. Ça ouais. remet pas en cause toute votre vie, toute votre existence et toute Et- la valeur que tu peux percevoir de toi-même non plus, quoi. ouais. En dehors de ce cercle de l'effeuillage, du burlesque, enfin, moi je le cache pas que je fais ça. Enfin, on va dire maintenant je le cache plus trop. Ça dépend avec quelle personne. Ok. Je sais avec qui je peux en parler, je sais avec qui je ne peux pas en parler. J'ai eu la mauvaise expérience il n'y a pas si longtemps que ça, d'en avoir parlé à une personne qui était pourtant hyper intéressée et qui en fait a colporté. En vrai, je m'en fous. Cette personne est passée pour une abrutie auprès d'autres personnes qui savaient ce que je faisais. Après, au niveau des réseaux sociaux, c'est une belle vitrine mais qui est très toxique. Il faut savoir se protéger et il faut savoir prendre certaines critiques. Pour le coup, j'ai quand même pas mal de chance parce que j'ai jamais trop eu de personnes mauvaises, ultra mauvaises. Généralement, je leur réponds si vraiment je tombe sur une personne qui va me dire ah mais tu t'es vu avec Tiki Luandro ou avec je me mets à leur place en me disant voilà, je retourne le fait que si tu oses critiquer quelqu'un que tu ne connais pas, c'est certainement parce que toi, t'es peut-être pas bien dans ta vie. Si tu veux, on peut en parler. Et généralement, j'ai toujours soit quelqu'un qui me répond pas parce qu'il se dit ah mince, ou alors la personne vient en parler et on part, pas meilleur ami, mais voilà, on est parti sur une bonne discussion de ah ouais, je suis désolée d'avoir dit ça, voilà. C'est vrai qu'on en a parlé parce avec Victoria, on va pas se mentir, on travaille ensemble en photo. Tu peux d'ailleurs découvrir les photos qu'on a réalisées avec Oh là là Victoria directement sur mon compte Instagram Les Vivants. Beaucoup de gens aussi qui se permettaient d'envoyer des dick pics, ce genre de choses. Le consentement, c'est pas que en réel, c'est aussi sur le virtuel. C'est pas parce qu'on est caché derrière un écran qu'on doit recevoir des kékettes à longueur de journée. Ça va. Ok, c'est des vraies personnes qui sont derrière les comptes et les Ouais. réseaux sociaux. C'est des vraies personnes de la vraie vie qui se prennent votre haine en pleine face et c'est pas nécessaire. Et c'est Noémie du futur qui te dit que c'est l'article 624-2 qui prévoit une amende allant jusqu'à 750 € pour quelqu'un qui a envoyé un message ou une photo contraire à la décence à une personne de plus de 15 ans sans demande au préalable du destinataire. Dans le cas où c'est une personne de moins de 15 ans pour les mêmes conditions, cette amende elle peut aller jusqu'à 1 500 €. À bon entendeur. Je suis passée à un autre truc, c'est que généralement, ces gens sont pas très très intelligents. J'arrive à retrouver leur cercle, la famille, les... voilà. C'est le moment, Les- Aline dessine. Ouais. Je cherche. Exactement. Je fais la même. Je fais la même. Exactement. Et j'envoie des captures d'écran en disant voilà, bonjour, je me présente, je suis désolée, mais je viens de recevoir ça de votre frère, votre mari. C'est pas parce que vous faites non plus des métiers qui sont créatifs où vous montrez votre corps pour pouvoir montrer ce que vous faites que vous avez à vous recevoir des commentaires sur votre corps. Votre corps, c'est un moyen, c'est un outil. Il est pas là en fait pour être commenté. Et si quelque chose doit être commenté, c'est plutôt votre performance, ce que vous faites, la manière dont vous véhiculez le message que vous avez envie de véhiculer et pas forcément l'outil que vous utilisez pour quoi. Donc c'est pas parce qu'on poste des trucs qu'on attend votre validation ou vos commentaires en fait. Si vous avez un truc gentil à dire, allez-y. Mais si c'est pas un truc gentil, réfléchissez 2 secondes à si c'est vraiment pertinent de l'envoyer, quoi. Je fais aussi du strip, en club de strip. Et les clients des clubs de strip sont beaucoup plus respectueux que certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ça m'étonne pas. C'est dingue, quoi. Mais parce que plus habitué aussi à cet même, environnement, le fait que ce soit en physique, ouais. ça Et change. puis, oui. Mais je crois qu'on les impressionne quelque part. Et puis, bon, on sait les remettre à leur place. Il y a une distance qui se crée aussi, une forme d'inaccessibilité peut-être aussi. Oui. Là où le réseau, tu l'as sous la main en fait. Donc tu peux c'est commenter ça, direct, et puis quoi. t'es planqué derrière ton écran. Je vais dire ça.
Voilà. Puis les gens ont l'impression qu'on peut pas les retrouver alors que si. Surtout quand vous utilisez votre vrai nom. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de burlesque. Mais le burlesque, qu'est-ce que c'est ? Le burlesque, c'est un art de la scène aux origines incertaines. Trouve quelques-unes de ses premières traces dans la Grèce antique avec les burletas d'Aristophane, évoquant les déshabillages chorégraphiés et érotiques. Il change aussi en fonction des lieux. Si en France on pense plutôt au théâtre, aux USA il s'agit plutôt de spectacles de divertissement assez variés, allant du striptease au sketch. C'est en 1898 que Lydia Thompson and the British Blonde vont à New York accompagnant le show d'exhibition de monstres de foire, dit les Freaks, et remportent un vif succès. Les premiers spectacles burlesques apparaissent réellement au XXe siècle avec deux influences majeures, le cabaret et le cirque. D'abord familial, les performeuses étaient habillées de juste au corps, couvrant. Mais le burlesque se transforme après le crack de 1929 pour attirer un public notamment masculin, les poussant à se déshabiller. Les spectacles deviennent plus osés avec des flashs, ces rapides moments dévoilant l'anatomie des performeuses. Des règles strictes sont instaurées pour encadrer ces pratiques, donnant naissance aux nippies et pasties, cachant des parties de leur anatomie. Malgré ces contraintes, les femmes du burlesque jouissent d'une certaine indépendance financière et artistique rare pour l'époque. Elles créent leurs numéros, leurs costumes et leurs noms de scène, mettant en avant des talents variés, du théâtre, des acrobaties, de la danse. Les années 1960 et la révolution sexuelle ainsi que l'essor de la télévision plongent le burlesque dans l'oubli, mais en 1995, il renaît de ses cendres grâce à la célèbre troupe de Michel Carr, le Velvet Hammer, dans la nuit gaie et travestie de Los Angeles. Elle inclut alors une dimension politique, érotico-comique et des corps différents. Le néo-burlesque s'empare des clichés de la féminité pour mieux les réinterpréter, les détourner et s'en amuser. Il puise alors son inspiration dans la culture populaire, le cinéma et les personnages de fiction. Les hommes rejoignent également le mouvement, donnant naissance au boylesque. Le néo-burlesque devient un espace de liberté où chacun et chacune est libre d'expérimenter et de remettre en cause. Et si le burlesque dit classique a toujours sa place, il n'hésite pas à être plus décalé aujourd'hui. Dans les années 2000, grâce à Internet et à des stars comme Dita Von Teese et à des films comme Tournée d'Amalrich, le néo-burlesque se fait connaître aussi en Europe. Aujourd'hui, le burlesque est plus que jamais d'actualité. Art féministe et queer, inclusif et drôle, il continue de séduire et de se réinventer, témoignant de sa richesse et de sa capacité à évoluer avec son temps. Bourla ou bourlette, c'est la petite blague, la chose un peu comique en italien en fait. Yes. Voilà. Donc il y avait une dimension drôle et humoristique en fait aussi dans cette manière de mettre en scène quelque chose un peu déshabillé, mais c'était pour faire rire avant tout, quoi. Oui, et se moquer de la société, puisqu'avant on n'avait pas le droit de se dénuder. Les femmes, fallait qu'elles soient en jupe jusqu'aux chevilles, il fallait pas avoir les chevilles, etc. Et du coup, voilà, c'est un peu comme la fable de La Fontaine qui passait par les animaux pour se moquer de la société, et là c'est un peu pareil. On passait par un corps qui se dénudait pour pouvoir raconter d'autres choses de la société. Ouais. Finalement, ça a toujours été politique. Ça veut dire quoi faire du burlesque ou de l'effeuillage pour toi aujourd'hui Je crois que c'est un prétexte, l'effeuillage, parce que je me rends compte que j'ai plein d'autres choses qui m'intéressent dans les arts de la scène. Je commence à apprendre des choses, travailler plutôt des trucs d'improvisation, je commence à travailler avec ma voix aussi, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire plein de choses en fait. Passer par par l'effeuillage, le striptease burlesque, c'est comme si ça me donnait un accès à ça en fait. En fait, c'est une porte d'entrée pour que tu puisses aller chercher plein de types et de manières de raconter l'histoire différemment, en fait. Que ce soit par la voix, que ce soit par de la danse, que ce soit par d'autres types de performances que ce que tu as pu déjà faire par le passé. Comment toi, tu définis ton travail en tant que performeuse aujourd'hui ? Joyeux, absurde, clown, je pense, un peu. Je crois que c'est un truc qui m'intéresse un peu là, de loin. Je me dis qu'il va falloir que je passe par cette case-là. Je pense que c'est une bonne réponse pour t'avoir vu quand même performer à plein d'occasions différentes et depuis quelques années maintenant quand même. C'est vrai que l'humour fait quand même énormément partie de ton personnage quand tu montes sur scène, quel que soit le personnage, que ce soit de venir en mouche avec ta tapette. Croyez-moi, quand quelqu'un arrive en tenue de mouche, ça laisse tout le monde baba.
Mais vraiment, c'est des partis pris qui sont hyper forts en fait dans la manière dont tu racontes des histoires, où tu viens vraiment avec des personnages, alors beaucoup inspirés, j'ai l'impression, de la pop culture quand même, parce que Ouais. tu parlais de Panthère Rose tout à l'heure. Oui, Il y a aussi un personnage de Mars Attack que tu as aussi. oui. Tu joues beaucoup avec les notions, on parlait du genre tout à l'heure, qui a été très présente toi, pour ta construction identitaire. Ouais. Il y a aussi beaucoup de recherches au niveau des genres dans tes perfs. Je sais qu'une de tes premières perfs que j'avais vues, c'était quand tu te déshabillais avec ce grand costume rouge et zèbre, Oui. Ouais. et ce chapeau qui descendait jusqu'à au bas de ton visage, et il y Ouais. avait des trous pour qu'on puisse te voir au travers. Et où du coup, en fait, tu finissais par nous révéler ce t-shirt d'homme poilu, qui du coup, enfin, de torse poilu en tout cas, qui du coup ramenait complètement notre imaginaire, là où on s'attendait peut-être à autre chose en fait, qui est plus classique. Je pense dans les codes de ce qu'on attend du burlesque aussi, de quelque chose de très glam, très Dita Von Teese aussi dans les codes. Ça veut dire qu'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre ou qui est plus valorisé que l'autre. Oui. C'est juste différent et c'est d'autres manières de raconter des histoires. Mais je pense que l'humour fait déjà très partie de ton travail. Oui, ouais. Et c'est sûr. je suis désolée, mais moi j'ai jamais vu quelqu'un sortir un poisson de son slip pour pouvoir clore une perf. Ce qui était quand même très très drôle. Donc je pense que quand on arrive à ce niveau-là, ça permet aussi de pas mal déconstruire son rapport à son corps. Peut-être pas le prendre de manière aussi sérieuse. Je sais pas comment tu le vois toi pendant tes C'est perfs. sûr que ça dédramatise des trucs de timidité, des blocages. Enfin, c'est un très bon moyen de faire ça si on veut. Hein. Après, il y a plein de façons tu parlais de côté thérapeutique dans la performance et tout ça. En fait, il y a des personnes qui amènent des choses très émotionnelles, très profondes, aussi très tristes. Chacun met sa petite cuisine, quoi, enfin, ses petits ingrédients dans sa soupe. Ouais, et puis c'est pas parce que tu fais une performance qui est très, très goofy Ouais. que après ça t'empêche de faire des choses peut-être plus intimes ou plus personnelles, et Ouais, tu vas ouais. aller chercher d'autres types d'émotions aussi. C'est là aussi où t'as une palette qui est hyper large, et que le burlesque et les feuillages permettent cette palette très large de pouvoir faire plein de choses en même temps et de pas se cantonner à une seule case non plus, quoi. Comme disait Nils, c'est un bon prétexte pour moi de me mettre à nu et de me déshabiller. Textuellement. Ça fait du bien de prendre ce deuxième rôle, de sortir d'une semaine de boulot acharné et d'être complètement crevé à la ramasse et de prendre ce personnage pour vraiment un exutoire en fait. Petite précision, Olala Victoria, aka Marina dans la vie civile, a aussi une activité professionnelle d'auxiliaire de vie à domicile auprès de personnes âgées et handicapées. C'est pour cette raison qu'elle parle d'une activité annexe après sa semaine de travail. Allez, on y retourne. Vraiment une thérapie de groupe, parce qu'on a besoin de public évidemment hein, pour faire les feuillages. Exprimer pas mal de choses, expérimenter des nouveaux personnages, costumes. Comment tu définis ton travail en burlesque aujourd'hui, en effeuillage? Alors, si on reprend un peu du début, enfin le burlesque, on va dire le classique, vraiment classique, Dita Von Teese, voilà, c'était un peu la très pin-up, toujours bien maquillée, bien apprêtée et tout ça. Je suis tombée avec la Monchue, voilà. Pour ceux qui ne visualisent pas du tout la Monchue, c'est un personnage des Bronzés Fonds du Ski, bien bronzé avec la marque du masque. Voilà, il n'y a pas de tenue, je me tiens pas bien, il y a des postures et des grimaces. Mais j'adore en fait ce numéro parce que ça m'a permis de me libérer, de me dire en fait les feuillages, c'est pas que du joli, c'est aussi pas que ce numéro soit moche, mais c'est vraiment le lâcher prise complet quoi, et ça fait du bien. Je pense que c'est bien aussi de rappeler que le burlesque, c'est quelque chose qui vit aussi en présentation. Ce que tu disais, il y a besoin de public, c'est une thérapie de groupe, il y a un peu ce truc-là aussi. Et je sais que, en tout cas, moi, quand je vais sur des spectacles, alors que ce soit du burlesque, de l'effeuillage, du drag, etc., je viens aussi pour avoir un aspect cathartique. Je viens vivre au travers de ce que les gens vont me présenter, du rire, de la joie, de la tristesse, de l'émotion, une émotion, quelque chose qui va me retourner et qui va venir me nourrir aussi. Et je pense que c'est un
un bel échange en vrai entre ce que vous donnez et vous présentez, parce que c'est beaucoup donner de soi, que ce soit en préparatif physique, en tenue, en histoire, comment est-ce qu'on la raconte, il y a beaucoup de choses en fait qui font partie, les choix des musiques et tout. Et en fait, nous on reçoit ça et en fait c'est un cadeau vraiment aussi qui se fait et ça crée des espèces de bulles d'espace-temps aussi qui sont hyper importants. Et allez voir de l'art, c'est bien et vous en avez au coin de chez vous. Je vais faire un petit pas de côté du coup sur les freaks. J'en ai un petit peu parlé un peu plus tôt dans la présentation. Les freaks, qu'est-ce que c'est? Le terme freaks signifie des monstres et on le voit souvent accolé au terme de freak show. Le freak show, c'est une exhibition d'êtres humains qui étaient qualifiés de monstres humains, qui comportaient des caractéristiques ou des malformations physiques hors normes à des fins de divertissement lucratif. On y retrouvait souvent des femmes à barbe, des personnes siamoises, des personnes très 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 fortes, des mentalistes, tous ces gens différents perçus comme des bêtes de foire et qu'on n'avait pas envie de voir dans la vie de tous les jours. Freak show, bah, enfin, il y a des films hein, d'ailleurs qui montrent bien ce que c'était. Enfin, le film Freaks, par exemple, et c'était un film en noir et blanc. Ça se passe dans un cirque et c'était une époque où toutes les personnes qui avaient des caractéristiques physiques un peu hors des normes étaient des attractions en fait. Les freaks, c'était aussi les homosexuels, les personnes trans, c'était des gens qui étaient considérés comme des. Bah, c'est pour ça qu'on dit queer aussi. Donc, freaks, je pense que c'est un peu des réappropriations de ce genre d'image. Est-ce que toi ça t'a inspiré les créatures des freaks dans ton travail et comment est-ce que tu le fais Oui, si jamais tu le fais? en fait, oui, moi, c'est un thème qui m'a beaucoup parlé depuis longtemps. Enfin, ça m'inspire, ça me plaît. Je dirais que c'est un peu un espace où on peut. C'est un peu comme ce que tu disais avec la Monchu, que je recommande d'ailleurs, parce qu'il est hyper drôle ce numéro. Vraiment, il faut le voir parce que c'est assez hilarant, mais c'est un peu des espaces où en fait, on s'autorise à pas être tout le temps parfait, à pas être tout le temps à répondre aux injonctions sur la beauté. Puis, en fait, en vérité, pour revenir sur la Monflu, en fait, elle est hyper belle quand même, quoi. Enfin, elle reste hyper sexy et tout ça. Mais oui, c'est sûr qu'elle est pas là où on va l'attendre. Enfin, oh là là, Victoria, c'est différent, quoi. Et j'ai l'impression que le côté freaks, c'est un espace où on va s'autoriser à montrer comme une sorte d'excédent qu'on s'autorise pas à montrer euh, la plupart du temps sur scène, quoi. C'est vrai que parmi les personnes qu'on peut considérer comme freaks, il faut savoir que les freak shows, c'était des cirques qui se baladaient avec plein de personnalités qui étaient différentes des humains, qui étaient qualifiés comme des monstres humains, en fait. Et donc, du coup, ces personnalités-là, qui étaient très différentes, étaient souvent rejetées de la société. Et donc, souvent, leur seul moyen de subsistance, c'était aussi de faire partie de ces freak shows, donc de ces cirques qui circulaient un peu partout, pour réussir à vivre et récupérer un peu d'argent. Il y avait plein de choses et plein de personnalités très différentes. On connaît notamment Clémentine Delay, qui est la première femme à barbe vraiment très connue, qui du coup avait visité un freak show et qui avait vu une femme à barbe notamment, et elle, ça faisait des années qu'elle se rasait, et ça se passe dans les années 1900, et qui suite du coup à cette visite, elle a décidé de laisser pousser sa barbe, et de renommer son café qu'elle tenait avec son compagnon le café de la femme à barbe. Elle est devenue une célébrité locale, mais elle est aussi devenue une célébrité nationale, et on en était au point où on s'échangeait les photos de Clémentine, Clémentine à la plage, Clémentine à la mer, Clémentine au cirque, etc. Comme des cartes Pokémon pendant la période où les poilus s'échangeaient ça directement dans les tranchées. Donc c'était quand même un petit peu rigolo de voir que ces personnalités qui étaient finalement mis au rebut de la société, finalement devenaient une sorte de personnage un peu fantasmé, fétichisé, et qui réintégrait finalement la société d'une autre manière. Ouais. Pour la petite anecdote, Clémentine Delay, elle a quand même fini par donner des représentations dans son bar après que son mari soit décédé. Alors, pas que ça l'aurait dérangé, hein, mais c'est juste qu'il fallait qu'elle s'occupe.
Et du coup, en fait, elle faisait ses représentations directement sur le bar, dans son bar, avec sa fille qui faisait également les shows avec elle. Sachez que nous, les queers, les weirdos, les bizarres, les freaks, on trouve toujours un chemin. De moi dans ton beau métro, c'est moi, la femme à barbe. Viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ta capitale? Mais comment ça t'est venu l'idée de la manchue? Je voulais en fait faire des numéros qui se rapprochent un petit peu plus de ma personnalité de tous les jours. Donc on va dire Marina. Et en fait Marina, elle est au Savoyard. Donc il fallait des skis. Oui, exactement. J'avais vraiment envie depuis bien longtemps de faire quelque chose par rapport à ma montagne, de là d'où je venais. Mais je savais pas comment l'amener. Enfin, je vais passer à travers la Manchue pour exprimer l'horreur qu'on vivait, nous, les habitants de la montagne, pendant les vacances, quand on allait skier tranquillement et que les Monchues, c'est le nom qu'on donne aux touristes. Donc si vous venez en Haute-Savoie et qu'on vous traite de Monchue, Ça n'est pas un compliment. voilà, ce n'est pas un compliment. Et en fait, voilà, j'ai voulu dénoncer à travers les feuillages l'horreur des vacances sur les pistes. Et comme j'ai bouffé la cassette des Bronzés font du ski, je me suis dit, la musique des Bronzés font du ski, Il y a quelque chose à faire. tout le monde l'aura dans la tête, elle est chiante à en mourir, mais on s'en fout. Elle est donc parfaite pour dénoncer ce qu'il y a à dire. Exactement. Et franchement, ce numéro, c'est devenu, je pense, un de mes numéros préférés, à part en plein mois de juillet, parce que avec une combinaison de ski, ça fait chaud, quoi. Tu m'étonnes. Mais franchement, non, je pense que c'est devenu vraiment mon numéro préféré, parce que vraiment, je peux me lâcher. J'ai pas besoin de penser à rentrer le ventre, à sourire ou faire des têtes bien. En fait, c'est m'en fous, quoi. Tu parles de dénoncer avec ton personnage de la Manchue. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que le militantisme, le féminisme ou d'autres valeurs que tu peux porter, ça influe dans la manière dont tu vas créer des personnages, dont tu vas réfléchir à créer ou à parler de quelque chose qui te tient à cœur? Sur mes tout premiers numéros, non, parce que j'étais encore une bébé feuilleuse. Et je cherchais juste à faire du joli. La Manchue, elle est pas... Elle est ultra maquillée, elle a son espèce de bronzage, voilà. Les lèvres très blanches parce qu'elle a du labello. 2 espèces de couettes. Donc on sort en fait de ce cadre de beauté. De beauté parfaite, en fait. Ouais, voilà. Et là, récemment, dans le nouveau spectacle qu'on a sorti avec la BFF, je fais un personnage de la Goulue. J'interprète la Goulue qui était une danseuse de Cancan. Et en fait, je l'ai fait en façon très moderne. Et c'est pareil, il est très fort, ce numéro, mais il est pas... il est esthétique comme je le vois moi, il n'est pas esthétique par rapport à ce que l'esthétique que les gens pourraient penser, la société nous dicte en fait. Donc oui, il y a quand même une part de militantisme et féminisme et tout ça. En tout cas maintenant. Avant non, avant c'était, j'y pensais pas vraiment. Maintenant oui. Oui, après, c'était aussi, dans tes premières performances, t'étais aussi sur l'apprentissage Oui. en lui-même du burlesque et de l'effeuillage. Mm. Et du coup, t'étais aussi dans la technique de comment est-ce qu'on se déshabille, parce que ça s'apprend. De comment est-ce qu'on se déshabille, comment est-ce qu'on tease aussi, en faisant des flashs ou pas de flashs, ou plein de choses très différentes. Et du coup, il y avait aussi un truc d'apprentissage de comment bien faire pour ensuite pouvoir se détourner aussi un peu, peut-être... des codes attendus, des esthétiques très burlesque code aussi, de ça doit ressembler, ça doit être beau, ça doit être esthétique, ça doit être léché, etc. et tout. Et du coup, tu peux plus facilement aussi faire un pas de côté aujourd'hui avec ça, maintenant que t'es déjà assez à l'aise aussi dans ta pratique du burlesque. Tu parlais juste avant des BFF, donc les Burlesques Freaky Folie. C'est une asso que vous avez montée de burlesqueuses, parce qu'il n'y a pas forcément que des femmes au sein du milieu du burlesque. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui vous êtes et ce que vous faites ? On a profité du Covid pour faire tout le montage de la BFF et à la sortie du Covid, on était là.
Et ça marche plutôt bien. On donne des cours. On fait aussi des workshops. Là, on est sur notre deuxième spectacle féminin. Bah, il y a nous, les Burlesque Freaky Folies, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi plein d'autres associations, collectifs sur Nantes et ailleurs. Et fouillez sur les réseaux. Il y a plein de monde. Il y a Plaisir Burlesque, Collectif Irisé. Allez fouiller, il y a plein de talents Ouais. juste à côté de chez vous, vraiment. Ça vaut le coup de juste regarder un peu ce qui se fait en burlesque ou ailleurs. Autour de chez vous, il y en a forcément. Ouais, d'ailleurs, je me permets, mais il y a un compte qui a été ouvert sur Instagram, je sais pas qui fait ça. Ça s'appelle l'Agent Drag Nantais. Et qui met tous les événements drag et burlesque qui se passent, quoi. Enfin, Trop bien. donc merci cette personne. Je sais pas qui tu es, mais c'est cool. Merci de nous donner de la visibilité. Ouais. C'est très chouette. Tu parlais de féminin du coup que vous avez joué. Alors, tu joues notamment et t'interprètes plein de types de personnages différents au fur et à mesure du spectacle. Tu parlais de la Goulue, mais il y a aussi une version de Jeanne d'Arc que tu joues aussi également, et aussi une interprétation suivante de Louis XIV qui est assez dégoûtée finalement de devoir l'aider à se déshabiller. Ça a une résonance pour toi et pour vous quand vous créez en tant que BFF aussi un spectacle. Là, le fait de mettre en avant des figures historiques féminines, c'est quand même très fort en termes de parti pris. On a besoin de plus de visibilité parce qu'on nous invisibilise toujours. Donc, qu'est-ce que ça porte en vous en termes de résonance, en termes de valeur aussi, de réfléchir en collectif aussi à comment est-ce qu'on raconte des histoires? Au début du spectacle, on a Olympe de Gouges, qui, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui sait, qui est au courant de qui est cette personne. Donc c'est aussi pour remettre un peu en avant certaines personnes féminines de l'histoire qui ont été oubliées. Tous ces noms-là qui, dans les livres d'histoire à l'école, on n'en parle pas. Par exemple, Marie Curie, c'est toujours Pierre et Marie Curie. Ouais. Marie Curie, c'est Marie Curie, quoi, elle est là quand même. Donc c'est vraiment remettre en avant tous ces personnages féminins qui ont été là dans l'histoire et qu'il faut pas oublier en fait. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce compte Wikipédia, je sais pas si ça vous parle, le Une femme. Parce qu'on met souvent une femme à. On ne la cite pas, on cite pas son nom, on cite pas son nom de famille, on parle toujours de son prénom. On met jamais en avant. Et il y a une personne qui s'est amusée à créer une page Wikipédia avec une femme, en référençant tous les articles avec une femme. Parce qu'en fait, on est très souvent en fait invisibilisé derrière soit le nom de son compagnon, si compagnon il y a, notamment comme ça peut être le cas avec Pierre et Marie Curie, où pendant des années, il y a surtout eu Pierre qui a été cité, un peu moins Marie, et qui s'appelait Marie, qui s'appelait pas Marie Curie, c'était Marie à chaque fois. Donc on la mettait toujours en infantilisation sous le dogme de son compagnon. Et donc, du coup, il y a eu ce truc, à un moment donné, où en une des journaux, il y avait toujours une femme était dans l'espace, une femme a, etc. Sans mettre les noms, sans poser les termes, en fait, qui correspondaient à la paternité ou la maternité de ces personnes-là. Et en fait, du coup, moi, ça me fait beaucoup rire de voir les unes marquer une femme, et je suis là, genre, non, pas une femme, cette personne. Et on met le nom complet, on met pas juste le prénom, parce que ça donne un côté très accessible. Et du coup, ça a tendance à diminuer aussi la qualité et le travail qui peut être fait aussi derrière, quoi. Une femme est journaliste, dirigeante d'entreprise, chimiste, diplomate, économiste, évêque, rabbin, imam, physicienne, sportive de haut niveau, directrice sportive, pilote de chasse, brasseuse, bouchère, ouvrière, autrice de bande dessinée, footballeuse, handballeuse, chef d'orchestre, DJ, directrice de musée, spationaute, dirigeante syndicale et femme politique possédant au moins une vingtaine de nationalités. Son activité scientifique lui a valu d'être récompensée par plusieurs prix Nobel et 2 médailles Fields. Elle est également meilleure ouvrier et ministre de la France, puis présidente des États-Unis mexicains. Qu'est-ce qui t'inspire une perf? Comment est-ce que tu crées une perf à partir de tes valeurs? Je suis une personne queer et féministe, etc. Donc, évidemment que mes performances le sont de manière, même si c'est par extension, quoi. Comment je réfléchis à une performance, ça va plutôt être... Parfois c'est de la musique, parfois c'est un sentiment que j'ai envie de renvoyer, parfois c'est des couleurs,
c'est le costume. Par exemple, là, je suis en train de réfléchir à un numéro. Je voulais faire un numéro de drag king. Et puis finalement, non. Je pense que ce sera plutôt une énergie très boss bitch, hyper puissante, avec probablement sur une chanson de Chanel Monáe. Back that ass up and do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hips. She got them. Et puis c'est un peu comme pour ce king rouge et zèbre dont tu parlais. En fait, à la base, c'était plutôt des attitudes que j'avais envie de montrer. Enfin, c'était. Moi, ça me faisait penser un peu à ce personnage qu'il y a dans Le Cinquième Élément, je crois. Avec cette tenue léopard incroyable. C'est Ruby Road qui est Mm. magnifique et qui est la personne qui accueille sur le vaisseau spatial, du coup, les personnages principaux de Ouais. l'intrigue, du coup, et qui hurle dans son micro, littéralement, Ouais. avec toute une troupe qui le suit. Oui, voilà. C'est telle une armée d'abeilles derrière lui et qui Ouais. viennent lui apporter tout ce dont il a besoin. Ouais. C'est plutôt des trucs d'énergie auxquels je pense pour alimenter, ouais, pour m'inspirer, etc. Après, c'est vrai que c'est quand même assez rare qu'il y ait un truc qui me fasse râler et que je me dise tiens, je vais aller en parler dans une performance. Je crois que je suis assez nulle pour parfois verbaliser les trucs qui m'énervent et tout. Et oui, je pourrais les mettre dans une performance, mais je crois qu'en fait, pour l'instant, c'est plus naturel pour moi de trouver de l'amusement et de la puissance et des sentiments plutôt positifs. Enfin, je sais pas si c'est un peu naïf de dire ça, mais que autre chose. Enfin, c'est beaucoup moins, ce serait beaucoup moins naturel pour moi de dire tiens, je vais parler de ce sujet féministe ou de ce sujet ou parler de l'antifascisme ou de. Ouais, je pense qu'au final, tu le fais, mais en filigrane. Ben, c'est plus. Ouais. Parce que c'est ce qui tu es, au fait, aussi. Oui. Du coup, ça transparaît. Parce que je sais que tu avais évoqué le fait de... quand tu as commencé, en tout cas, tu as eu des formations. Et on t'a appris, en tant que personne assignée femme à la naissance, à Mhm. devoir prendre de l'espace. Mhm. Cet espace public où, des fois, on a tendance à nous ramener dans un espace qui est assez contraint et tout. Le fait de venir sur scène... Ouais. Et de prendre un espace qui n'est pas forcément celui, que ce soit pour les personnes assignées femmes à la naissance ou que ce soit pour les personnes queer, prendre la lumière, c'est quand même un statement qui est politique, quand Oui, même, oui, oui. déjà malgré tout, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, C'est est-ce sûr. que cet apprentissage de prendre de la place aussi, même si c'est pas dans le militantisme que tu vas aller chercher quelque chose pour raconter sur scène, finalement, ça vient aussi quelque part sur scène avec toi. Alors oui, c'est sûr, mais c'est surtout après ce qu'on va en faire, je crois. Parce que c'est bien, moi, ça m'apporte de la place, c'est cool. Enfin, individuellement, c'est hyper chouette parce que effectivement, ça m'apporte de la légitimité, enfin, de la confiance en moi, et c'est très cool. Mais après, je pense que c'est aussi vraiment important de se poser la question de comment, enfin, après, on en fait quoi surtout, parce que avec qui tu travailles, comment tu fais. Enfin, comment tu te serres les coudes avec les autres, comment. Je pense que c'est ça aussi qui est militant, quoi, en fait. C'est pas uniquement ce que tu dis quand t'es sur scène, quoi. Enfin, C'est comment tu le fais c'est comment tu le fais. et avec qui tu le fais. Ouais. Nous, en tant que spectatrices, on voit forcément que la partie émergée de l'iceberg, Bien on sûr. voit que le show final. On n'a pas forcément toute la partie amont de réflexion de comment est-ce qu'on va partager le message, à quel endroit aussi, parce que tu dis avec qui et comment, et dans quel lieu aussi. Ouais. Parce que aujourd'hui, on sait que la culture est pas spécialement récompensée dans les pays de la Loire, n'est-ce pas, ma chère, avec les moins 75%. On te voit, on t'entend et on t'oublie pas. Mais il y a aussi ce truc de dans quel lieu on va aussi aller performer, parce que c'est aussi un art qui est mis et attendu dans certains codes. Donc du coup, dès qu'on fait un pas de côté ou on fait quelque chose de différent, en fait, ça peut aussi être une manière d'être éjecté de certains espaces et aussi d'aller habiter d'autres espaces, des espaces qui sont des espaces queer souvent aussi, en tout cas de ce que je vois que toi tu fais de ton côté, mais des petits espaces aussi, comme des petits théâtres, ce que vous faites avec les BFF, ou des espaces comme des bars, etc., d'aller investir des lieux aussi qui sont peut-être pas forcément tout le temps les lieux où les gens vous attendent non plus, quoi. Et je pense que c'est aussi vachement porteur de sens à ce niveau-là. Est-ce que le corps est un outil politique pour vous ? Oui. Évidemment. Ouais, je pense que, ne serait-ce que là, on arrive sur les beaux jours, par exemple, et dans les parcs, qu'est-ce qu'on va voir ?
on va voir des torses. Voilà, Mmh. on va dire comme ça, on va voir des torses. Et si une personne avec des seins, une poitrine, fait la même chose, et ben, tout simplement, on va être insulté ou la police va débarquer. Voilà. Donc il y a encore des choses que, pourquoi une personne, on va dire, assignée homme, puisse faire des choses alors que une femme, en tout genre, ne peut pas faire. Donc oui, à travers les feuillages, à travers le cabaret, on peut dénoncer ça. On n'est pas obligé de se comporter comme un vieux masculin en se mettant à poil dans les espaces publics. Est-ce qu'il est illégal d'être torse nu? Cette infraction d'outrage à la pudeur a été abrogée et désormais l'article 222-32 du Code pénal ne punit uniquement l'exhibition sexuelle dans un lieu public. De ce fait, la loi ne sanctionne plus le fait pour un homme de se balader torse nu dans l'espace public. En fait, étant donné que il y a plein de questions qui se cristallisent en fait autour du corps, que ce soit qu'on parle du racisme, de la grossophobie, en fait, évidemment que ça en est un. Et c'est la Noémie du futur. Je me permets juste cet encart pour pouvoir te dire que là, en fait, en off avec Neil, on est en train de parler d'une créatrice sur TikTok qui s'est vue ban son compte et donc son moyen de subsistance. Et on sait à quel point ça peut être important quand c'est un moyen de vivre aussi. Alors qu'il n'y avait aucun contenu suggestif sur sa page, mais qu'il se trouvait que c'était une femme grosse. On n'avait pas prévu de parler de ça aujourd'hui avec Neil, donc pour ne pas parler à la place des intéressés mais pouvoir évoquer le sujet de la grossophobie sur les réseaux, on a décidé ensemble de ne pas la nommer. En fait, on voit que même dans les algorithmes de nos réseaux sociaux, ce corps est perçu comme un corps sexuel, sexualisé. Oui, en fait, c'est son corps qui est tel qu'il est, lui permet pas d'avoir les mêmes avantages qu'une femme mince qui va avoir le même contenu. Et même des femmes minces qui vont beaucoup plus loin dans des trucs archi cul et tout, quoi. Et puis après, y a plein d'autres choses. J'ai parlé très maladroitement du racisme et tout ça, mais en fait, on voit pas beaucoup de corps racisés sur scène. Du coup, oui, évidemment que c'est politique. Voilà, c'est ça que je voulais dire, je crois. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la représentation, c'est-à-dire que de la même manière qu'en tant que spectatrice, on vient pour aussi vivre une expérience plus ou moins cathartique en fonction de ce pourquoi on vient. Il y a aussi ce fait de retrouver des corps qui nous ressemblent aussi sur scène. Le public, il est multiple. Oui. Vous êtes multiple aussi sur scène à présenter plein de spectacles parce qu'on va rarement voir un ou une seule artiste présenter un show. C'est souvent des shows où il y a plein de personnes différentes avec plein de pratiques différentes, que ce soit du classique burlesque, du néo-burlesque, des choses plus de l'ordre de l'effeuillage, des choses plus goofy ou quoi que ce soit. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une caisse de résonance aussi de notre côté. En tout cas, moi, je sais que les premières fois que je t'ai vue performer, Marina, moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai vu un corps qui me ressemblait et qui était beau et qui n'allait pas porter, moi, mes préjugés que je pouvais avoir sur ma propre personne. Et du coup, en termes de représentation, ça fait du bien aussi de voir des gens qui nous ressemblent. Et je pense que c'est aussi pour ça que, quand tu parles de racisme, je pense qu'on a besoin aussi de voir cette variété, cette diversité qui existe aussi dans le vivant. De voir aussi des personnes racisées sur scène pour pouvoir aussi alimenter nos imaginaires. Parce que pour moi, je reste très persuadée que les imaginaires sont politiques, parce que ça nous permet de rêver des utopies, et les utopies peuvent être des buts à atteindre, des choses qui peuvent nous donner une direction. Et le fait de pouvoir avoir une variété de gens très différents, ça nous permet de venir alimenter cet imaginaire de plein de choses très différentes, et pas dans notre petit prisme très centré sur nous-mêmes, de un corps ça doit ressembler à ça, et ça doit être forcément mince, ça doit forcément être présenté de telle et telle manière, avec telle et telle couleur qui est bonne pour ton teint, non, mais les couleurs que tu veux chérie, ça se verra, ça t'ira. Voilà, mais du coup il y a vraiment tous ces trucs là, et je pense qu'en termes de représentativité, ça fait un bien de fou en tant que spectatrice, peut-être aussi pour vous en arrière-scène, ou de voir vos collègues créatrices aussi sur scène aussi, et dire « Ah ouais, trop bien, j'adore ce que tu fais !» Ça vient aussi alimenter la machine à rêve et la créativité aussi derrière, pour peut-être des futurs shows, peut-être faire des choses en collab aussi, parce que je sais qu'avec les BFF, c'était très cool de vous voir aussi à plusieurs sur scène faire des choses ensemble, et ça venait donner autre chose aussi que ce spectacle très solitaire qu'on voit souvent aussi. Je pense qu'on a besoin de ça. Et pour ce qui est de la présence sur les réseaux, on a souvent aussi ce double standard effectivement du corps gros qui va être perçu comme vulgaire et d'un corps mince qui va être perçu comme ok. Et sur une même fringue, quelque chose va être considéré, je pense très fort au crop top, qui est très valorisé sur un corps mince mais qui va pas du tout être valorisé sur un corps
dit plus gros, alors que finalement c'est un vêtement, et un vêtement c'est censé nous habiller, nous faire kiffer un minimum, et qu'on n'a pas de dogme à suivre là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a ce double standard qui est assez vénère, et sur les réseaux, j'ai beaucoup vu ça aussi, où des comptes étaient ban, alors que finalement, en fait, le contenu n'était pas du tout à caractère sexuel, qu'il n'y avait rien derrière, et ça fait du mal en termes de représentation aussi sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'on voit sur les réseaux, ça occupe beaucoup de temps quand même aujourd'hui dans notre société moderne. Je sais pas si vous avez vu passer, il y a pas si longtemps, moi je suis beaucoup les Demoiselles du Cabaret, parce que je les ai vues plusieurs fois, voilà, j'adore. Et il y a une vidéo sur Facebook qui a fait beaucoup de vues, même elles se sont dit comment ça? Sauf que le problème, ce qui veut dire vue, veut dire qu'il y a aussi tous les déchets de Facebook qui sont venus commenter. Et il y a de ces commentaires, mais horrible quoi. Alors du coup, on a tous et toutes essayé de rattraper le truc pour qu'il y ait un maximum de commentaires positifs. Mais j'ai passé une après-midi à lire tous les commentaires, mais c'était du genre ah ouais, il y a toujours la pote canon avec les deux grosses, les deux moches, ou enfin. Je pense qu'au-delà du fait qu'elles ont eu des gens qui ont vu leur contenu, je pense que c'est surtout des gens qui ne connaissaient pas le milieu du cabaret et du burlesque, et qui ont vu des femmes relativement libres se mettre en scène, se mettre plus ou moins à poil, et qui cherchent pas plus loin en fait de cliquer sur le truc pour voir ce que c'est le contexte. Parce que j'ai vu plein de commentaires du genre et alors je comprends pas, c'est quoi? Mais en fait, cherche plus loin que le bout de ton nez, va cliquer, essaye de voir, essaye de comprendre, essaye de... Waouh, mais ça a l'air d'être compliqué pour certains d'essayer de... non, mais faire deux clics, c'est compliqué pour beaucoup. Hein. Mais la charge mentale, je pense que ça, on peut en parler, mais de la charge mentale et émotionnelle que ça requiert d'être sur les réseaux sociaux et de se prendre des commentaires constants sur son corps, son apparence, sur des contextes qui sont pas forcément ceux de la vie de tous les jours. Personne viendrait te dire que t'as un bourrelet en fait sur scène. C'est pas des bourrelets, c'est des nuages d'amour, Laetitia, d'accord? Une personne viendrait te dire que t'as des nuages d'amour en fait en face à face. Par contre, ça libère complètement la parole de dire que t'es derrière ton écran, quoi. Comment est-ce qu'on fait vivre et on continue de référencer, de créer des imaginaires dans un art comme le burlesque et l'effeuillage qui est très immatériel? Vous avez l'impression que c'est important pour vous d'avoir cette transmission, d'aller regarder comment d'autres ont fait avant vous? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça intègre aussi votre réflexion de création de spectacle ou de performance? Alors au niveau de l'inspiration, il y a pas mal de performeuses au niveau les réseaux. Voilà. Par rapport aux réseaux, je cherche beaucoup quand j'ai envie de créer un nouveau numéro. Alors des fois c'est un peu pénible pour moi parce qu'étant donné que j'ai vraiment envie de faire un numéro unique, du moment où je vois que ça a déjà été fait 2, 3, 4 fois, même si nous ne sommes pas les mêmes personnes et que un numéro qui a déjà été fait, par exemple la Cowgirl, il a été fait des milliards de fois, je pense, mais on n'est pas toutes les mêmes, toutes et tous les mêmes. Du coup, il y a des fois, je me mets un peu des barrières en me disant, bah non, ça a été fait, et puis cet artiste-là, c'est magnifique, alors du coup, je me dis, bah, j'ai pas envie de le faire, parce que, voilà, il y a quand même un petit peu un truc de, ça sera moins bien. Il peut y avoir aussi c'est un peu hors sujet, mais ce problème aussi d'autres performeuses qui pourraient dire « Ah, tu m'as copié », par exemple. Je vais voir ce qui a été fait, comment ça a été fait pour me nourrir, en fait. C'est vraiment voilà, pour trouver plein de petites choses, pour voir comment... Même des tutos, je sais qu'il y a beaucoup de performeuses qui ont sorti des carnets, des books de comment créer ton numéro, et même si j'ai quand même pas mal d'années d'effeuillage dans les pattes,
j'aime bien toujours aller me documenter, aller chercher, retrouver la base de comment on fait. C'est comme ça que je crée mes numéros. Et comme tu disais aussi, Neil, par rapport ah bah tiens, cette musique, je l'aime bien, un numéro, mon Dark, où j'avais la lingerie, et je me suis dit, oh, c'est trop dommage de rien faire avec. Et ben du coup, j'ai monté tout un truc autour de cette lingerie. Et par rapport à la transmission de cet art, bah, à travers des workshops, des cours, bah pareil, en allant chercher des vidéos, j'ai bouffé vraiment sur YouTube des festivals burlesques entiers. Vraiment, on peut retrouver beaucoup, beaucoup de numéros. Alors, américains, hein, évidemment, parce que... Et c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup nourrie de tout ça. On fait aussi des enterrements en vie de jeune fille, par exemple. Et ça, c'est trop cool. Parce que les gens, ils viennent pas du tout avec l'optique de faire les feuillages. Généralement, voilà, ça a été organisé par une personne et tout le reste du groupe est pas au courant. Et franchement, voir la tête des personnes qui font « mais je vais pas me déshabiller » et qu'à la fin, en fait, au bout de 2h30, 3h, elles sont ravies d'avoir fait cet enterrement de vie de jeune fille. Et voilà. Et ça, c'est juste super, quoi. Parce qu'apprendre à faire du burlesque, c'est vraiment, vraiment fun. Et je vous le recommande très chaudement. Je l'ai fait avec les demoiselles du cabaret, dont on parlait un petit peu plus tôt. Et puis sincèrement, qui n'a jamais rêvé de faire voler des nippies ? Ouais, c'est vrai c'est très présent ce truc du plagiat dans le burlesque. Je sais que là, je côtoie de plus en plus des performeuses à Paris. Je suis allé à 2-3 cabarets là, ces derniers temps et tout, et en fait, on sent que c'est quelque chose de difficile. Les histoires dont j'ai entendu parler, c'est souvent des trucs où c'est pas des personnes qui vont frontalement s'adresser en fait à une artiste pour dire je suis un peu gênée parce que j'ai l'impression que tu m'as piqué mon idée, mais j'entends beaucoup parler de choses oui, de gens qui s'énervent dans leur coin parce qu'ils ont l'impression que ça te fait voler leur concept et tout. C'est pas un truc qui m'a trop effrayé depuis que j'ai commencé, parce que en fait je pars quand même vachement du principe que c'est, enfin, le burlesque, on est quand même un petit groupe, c'est quand même hyper niche, comme pour le drag. Donc en fait, oui, il y a plein de styles différents, évidemment, et tout ça, mais on a quand même un référentiel commun qui est là, et la pop culture, on est par exemple beaucoup à s'en inspirer. Enfin, par exemple, moi quand j'ai fait Mars Attacks, bah, je sais il y a des drag queens à gogo qui ont fait des numéros de Mars Attacks, je sais qu'il y en a une autre qui en a sorti un là il y a pas très longtemps, enfin, et La Mouche, c'est pareil. Enfin, alors là pour le coup je pensais pas que ça allait inspirer autant de gens, mais en fait quand j'ai postulé à plein de festivals avec, et on m'a dit bah non désolé, on en a fait un l'année dernière avec la même musique. J'étais là, oh merde, bon ça va. Comme quoi, moi, je me suis cru hyper original. Mais en fait, bon, raté quoi. C'est comme ça, hein, en même temps, c'est le jeu quoi. Et puis surtout, en fait, il y a plein de. Bon, enfin, oui, le plagiat ça existe, il faut pas le faire parce que c'est pas rigolo quoi. Et je trouve ça aussi intéressant de traiter des sujets chacun à sa manière aussi. Parfois, je trouve ça marrant, puis je sais pas, on se rappelle pas des choses de la même manière selon qui l'a fait. Je pense qu'il n'y a pas la même intentionnalité, et puis chacun et chacune, même si c'est une idée commune de base, en disant tu vas faire une mouche, Ouais. tu vas pas faire la même mouche, tu vas pas faire le même costume, tu vas pas faire la même interprétation, tu vas pas raconter la même chose de la même manière. Tu peux faire une mouche très sexy, tu peux faire une mouche très goofy, tu peux avoir plein d'interprétations différentes aussi sur un même thème. Et c'est un truc qu'on s'était dit avec Ennio, qui est photographe dans le sud, qui est très cool, allez voir son travail. Qui, du coup, on se disait, si on est dans la même pièce, avec le même modèle, avec la même lumière, on va pas faire la même photo. Oui. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là à déconstruire en fait, on peut avoir du plagiat, le vrai plagiat, de la copie conforme littéralement à quelque chose qui a déjà été fait, et auquel cas, c'est pas très éthique et moral de venir effectivement voler et copier. Vraiment, l'idée, c'est de copier complètement tout un spectacle. Tu dis, ok, j'aime trop l'idée que t'aies fait un insecte, ok, je vais faire une blatte. Oui. Mais c'est trop cool, va faire ta blatte en fait. Il y en a un qui a fait, je crois, un truc comme ça, un drag king, une punaise de lit. Alors Neil avait tout à fait raison, c'est Sergei The King qui a interprété une génialissime punaise de lit. Je vous laisse aller la voir directement sur son Insta. Il y a plagiat et il y a réinterprétation. Et je pense qu'on n'en fait pas un drame quand on fait des réécritures d'œuvres de théâtre ou des choses comme ça.
Et on a le droit aussi il y a un référentiel qui est quand même très petit, c'est ce que tu disais, Nil, et Oui. je pense que c'est aussi ça qui est important à dire, je parlais de ce qui est immatériel, c'est difficile d'avoir quelque chose de très immatériel dans un métier aussi créatif, il y a peu de traces. Je sais qu'on a commencé, alors vous me dites si je dis des bêtises, mais qu'on a commencé vraiment à garder des traces plus modernes, on va dire, à partir du moment où on a eu des appareils photo et des choses qui puissent filmer les spectacles. Donc effectivement, les réseaux sociaux, c'est une bonne source aujourd'hui de récupération, de plein de savoir-faire différents. Mais je pense qu'avant, on n'avait pas forcément autant de référentiels, et forcément, tout le monde a été voir ces mêmes types de référentiels pour pouvoir créer son propre imaginaire. Donc je pense que ça fait aussi vachement présence. Hein. Ouais, c'est sûr. Et puis je pensais aussi, pour revenir sur la mouche, parce que je disais que je m'étais cru très original, mais en fait, en discutant, là, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, ça vient de quoi pourquoi j'ai eu envie de faire la mouche? J'ai eu envie de faire la mouche parce que j'ai revu les images des défilés de Mugler avec les fourmis, et en fait, tout le monde les a vus. Et du coup, des fois, on croit avoir eu l'idée du siècle, et puis en fait, bah non, quoi. Et puis en plus, avec les réseaux sociaux, on est influencés, en fait, les uns les unes par les autres, et ça arrive. Au-delà du show, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas forcément d'intention de nuire ou d'être malhonnête et de prendre le travail d'autrui, mais que parfois on a les mêmes inspirations et donc on finit par faire des shows qui se ressemblent. Il n'y a pas de bouquin pour devenir performeuse burlesque, ça Bah n'existe non. pas. Mais le mieux, c'est de travailler avec les autres, de regarder ce qui se fait. Enfin, moi, je vois que mon game s'est vachement amélioré depuis ces quelques dernières années, parce que je me suis confronté à des groupes de professionnels, en fait. Parce que j'ai pris des retours, parce que j'ai mis de l'argent dans des stages, parce que je me forme, quoi. Et donc ça, c'est hyper bien. Et puis en fait, toi, quand tu acquiers des trucs, tu vois, tu sais bien, Victoria, avec les cours et tout ça, mais du coup, tu peux commencer à te dire, ok, je suis légitime pour peut-être apprendre un début de truc, une petite initiation, un petit truc comme ça. Puis je crois qu'en fait, faut pas se sentir menacé par les autres. Et puis, moi, c'est vrai que c'est un truc. Je dis ça, mais ça m'est arrivé aussi d'être hostile parce que je me sentais, parce que j'avais peur pour mon travail, quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce qui marche. Ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe, c'est de se former les uns les unes avec les autres. Enfin, c'est quand même vachement plus drôle, quoi, en plus. Oui, puis ça fait des bons copains et des bons copains Bah ouais. qui partageaient des C'est des clair. bons moments, quoi. Bah Et oui. des petits tips en carton Ouais, qui nous permettent de réussir oui. à avancer, quoi. Oui. Bah oui, puis en fait, ça fait du taf pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup, en fait, le capitalisme qui a mis une grosse empreinte sur tous les métiers créatifs, sur le fait qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde au Ouais. soleil. Et ce qui fait que du coup, ça a créé une espèce de concurrence entre Mm. les gens, au lieu de créer une sorte de mouvement positif, de réussir à se faire monter les uns et les unes et les Ouais. autres. Qu'est-ce que tu préfères dans le burlesque? Vraiment Ouais. Me mettre à poil. alors, me mettre à poil, mais par contre, s'il vous plaît, spectateurs, spectatrices, si vous venez voir spectacle des feuillages, ne criez pas à poil. Voilà, c'est beauf, ça se fait pas. Sinon, venez vous-même sur la scène pour vous foutre à poil. Et puis on en reparle après. Et puis l'interprétation d'autres personnages comiques, glamour, la femme fatale, le clown. Voilà, c'est vraiment interpréter ce qu'on veut. Ça fait du bien. Qu'est-ce que j'aime dans le burlesque? Qu'est-ce que tu préfères Qu'est-ce que dans je le préfère? burlesque? Ouh là là. Moi, je crois que j'adore la magie, le teasing, les surprises. En fait, j'aime bien quand j'ai pas vu le tricks arriver et bah, et d'un coup t'en prends plein la tronche, t'as pas compris comment c'est arrivé là. Et il y a plein de manières d'être émerveillé dans le burlesque. Mais j'adore quand j'ai ce moment où je suis genre oh là là. Je l'attendais pas, je le voyais pas venir. Ouais, voilà. Comment est-ce que tu sens le regard des gens sur le fait que tu fais du burlesque? Ça se passe comment? Alors ça peut être dans la salle, ça peut être aussi en dehors, quand t'en parles, t'en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais... On a fait par exemple des conventions tatouage. Les gens viennent voir la convention tatouage et se disent bah tiens, il y a de l'effeuillage, on va rester parce qu'on ne connaît pas. Donc c'est un nouveau public.
Généralement, ça se passe bien. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réactions parce que les gens ne savent pas réagir. Mais en vrai de vrai, enfin, moi, dans mon cas, on n'a jamais eu trop de public désagréable. Oui, parce que le burlesque, c'est du spectacle vivant. C'est un spectacle interactif et qui, du coup, amène à avoir des réactions du public. Quand on voit une partie du corps qui commence à nous être teasée, c'est le moment de donner à le ou la performeuse de quoi nous mettre en joie en faisant des ouh, oh là là, ou en tapant dans nos mains. Je pense que peut-être une fois, si... Et là, pourtant, les gens venaient voir un spectacle. On a eu une personne qui était en fast time avec quelqu'un de sa famille. Voilà. Pardon ? Oui. Mais Voilà. pourquoi ? Bah, je sais pas. Voilà, elle voulait faire profiter à sa famille. Fallait payer sa Le place, billet hein, voilà. Mais bon, qui sont-ce ? voilà. C'était très bizarre et un peu dérangeant, hein, voilà. On va va pas se mentir, cacher. ouais, non, c'est Voilà. malaisant. Au niveau de mon travail, je le cache pas forcément. Ma responsable sait que je fais de l'effeuillage, elle me suit, voilà. Donc après, je sais à qui je peux en parler, comment je peux l'amener, juste dire bah je fais du cabaret. Ou je fais de l'effeuillage et aller un peu plus loin dans l'explication et peut-être montrer des photos ou des vidéos, des choses comme ça. C'est quoi ? C'est la peur Voilà. du jugement derrière ? Ou Ouais, de l'incompréhension aussi de oui, ce que tu peux peut-être faire ? de la compréhension et à certains moments un peu la flemme d'expliquer que c'est pas vulgaire, c'est pas parce que on voit un corps que c'est sale ou vulgaire ou ça se fait pas, oh mon Dieu. J'aimerais bien, parce que, en fait, il y a aussi ce truc du vulgaire, moi, qui m'énerve. Oh oui. En fait, en vrai, genre, il y a plein de perfs hyper vulgos qui sont trop stylés, quoi. Enfin, et drôles. Et en fait, enfin, pourquoi pas, tu vois. Moi, c'est vrai que ça m'énerve, en fait, que... Enfin, en fait, je me permets, parce que j'ai été aussi beaucoup dans ce truc de justifier, en fait, non, mais c'est pas vulgaire et tout. Et en fait, bah, si, des fois, oui. Et alors, enfin, en fait, c'est pas du tout ton problème, à toi, qui me demande... Et puis Ouais. c'est vulgaire par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Bien Sur sûr. quel Oui. standard ? Sur Oui, quelle oui, norme ? Sur quel code ? Encore une fois, c'est quelque chose qui va paraître vulgaire à quelqu'un, ne va pas Oui, l'être voilà, pour c'est ça. d'autres. C'est Lisa qui est une danseuse marseillaise que j'avais entendu s'emparer aussi du sujet, notamment avec la figure de la cagole, puisqu'elle organise une soirée qui s'appelle Cagole Nomade, qui est une soirée féministe avec de la danse, etc. Et qui s'appropriait aussi cette question concernant la vulgarité. La cagole, en fait, elle est vue comme vulgaire, mais parce que c'était une femme, certes, qui rentrait pas dans les codes normatifs de beauté et dans les codes esthétiques, notamment avec le léopard à gogo, les cheveux peroxydés et tout ça, et le rouge, beaucoup de rouge, etc. Mais parce que c'était un personnage qu'elle expliquait qui était assez indépendant, qui était une figure qui se moquait un petit peu de ce qu'on pensait aussi de son apparence et qui se permettait aussi d'être autre chose que ce qu'on attendait d'elle. Et surtout, bah, qui s'excusait pas d'exister, quoi. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de, ok, vulgaire, mais vulgaire pour qui et par rapport à quoi ? Oui, c'est ça veut Sous dire quels quoi aussi critères ? C'est quoi être vulgaire au final ? Est-ce que être vulgaire, Bien c'est sûr. montrer sa chatte ? Est-ce que être vulgaire, c'est venir raconter et se déshabiller sur scène ? Est-ce que être vulgaire, c'est faire du porno ? Est-ce que, encore une fois, où est-ce qu'on met le vulgaire ? Est-ce que c'est Oui, c'est juste ça. d'exister en tant qu'individu Oui, sans s'excuser d'exister aussi dans l'espace public ? Ça peut être ça. Donc, quelque chose qui peut paraître vulgaire, oui, mais par rapport à qui ? Et par rapport à quoi ? Oui. Et comment est-ce que tu l'exprimes, ce vulgaire-là, quoi ? J'ai déjà eu une fois une personne de mon travail, donc on va dire le public de mon travail sont des personnes plus jeunes, 24 ans, et le plus vieux, la plus vieille personne que j'ai eue avait 103 ans. Voilà. Oh, wow. Voilà, donc c'est très large. J'ai déjà eu une personne d'un certain âge qui m'a dit oui, mais alors que j'avais pas trop expliqué, je lui ai dit je fais du théâtre, spectacle, cabaret, mais qui m'a dit un jour mais vous savez, faudrait pas trop en parler parce que de comment les gens pourraient vous voir et tout ça, je m'en fous de comment les gens me voient en fait. Dans mon travail reste professionnel, je vais pas arriver au travail en talons aiguilles, porte-jartel et French maquillée, cancan. voilà. Et quand bien même, mon travail sera quand même fait dans les règles de l'art. Ouais, ça amène aussi ce truc de attention, c'est être une personne de mauvaise vie, d'avoir Oui. cette espèce de truc négatif de dire bah en fait
tu rentres pas dans les codes, donc Mm. fais attention, ça pourrait se retourner contre toi. Bah moi je le dis pas tout le temps, enfin des fois quand... En fait ça m'a arrangé, à un moment j'avais un job alimentaire que j'ai gardé assez longtemps et au moins ça me permettait de me... En blablacar typiquement, enfin tu fais quoi dans la vie, blablabu, ça c'était... Enfin j'en parlais même plus parce que des fois ça me gonflait, enfin ça dépend à qui en fait, mais... ma famille, quand je leur ai montré ce que je faisais, ils ont trouvé ça un peu curieux, je crois. Enfin, ils m'ont trop rien dit. Et en fait, c'est après qu'ils m'en ont parlé parce qu'ils en avaient parlé entre eux et qu'ils s'étaient dit, ah, mais c'est quoi enfin, je comprends pas trop. Enfin, je crois qu'il y avait plutôt un truc de curiosité, un peu genre, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mais en même temps, je leur avais montré une vidéo d'un numéro où j'étais en E.T. Ils se déshabillaient. Ok, je crois qu'ils étaient un peu confus, quoi. Ça amenait de la confusion, un vrai questionnement de Ouais. contenu. On va Oui, dire. C'était non, plus mais la forme que complètement. le fond, finalement. Oui, c'est vrai, c'était un peu ça, quoi. Mes parents sont un peu comme ça, genre de loin comme ça. L'année dernière, ma mère m'a vu pour la première fois quand j'ai joué à Nice avec le Roca Burlesque. Elle est venue avec toutes ses copines monégasques. Du coup, elles sont arrivées, elles étaient un peu pétées. Et c'était trop drôle parce que, en fait, elles étaient « Ah, mais on savait pas que c'était trop cool ce que tu faisais !» Je disais, mais bah, je vous le dis depuis, je sais pas, 1 million d'années au moins, mais bon. Et en fait, là, j'ai l'impression que j'ai gagné une crédibilité auprès de ma mère, du coup, de un peu curiosité légèrement indifférente, est devenue hyper fan, quoi, aussi. Donc, ça fait plaisir. C'est hyper mignon. Oui, c'est hyper chou. Ouais, ouais. Bon, mon père, c'est un peu genre, fais ce qui te fait plaisir, donc tu te mets pas en danger. D'accord, papa. Et mais bon, il fait pas chier, quoi. Et après, dans la vie, en général, je joue un peu, enfin, je reste sur ce flou entre, enfin, quand tu dis burlesque, il y a des gens à qui ça évoque le théâtre, plutôt. Des fois, je dis que je fais de la danse, ce qui est faux, complètement faux. Maintenant, je dis que je fais du cabaret, parce qu'en fait, c'est un mot qui est hyper pratique. Et puis ça englobe plein de choses. Toi, du coup, Nil, tu crées aussi des costumes pour d'autres personnes. Ouais. Et on sait que pour le burlesque et pour les feuillages, on a d'autres contraintes, qui est de pouvoir se déshabiller Oui, de manière relativement rapide, oui. Plus ou moins style, en fonction Oui. de ce qu'on a envie d'explorer. Oui, exact. C'est pas les mêmes contraintes non plus en termes de morpho, on va pas avoir des vêtements forcément qu'on porte dans la vie de tous les jours. Je pense Ouais. notamment à ce costume de moule que tu as fait pour Ouais. un de tes clients il y a pas longtemps. Oui. Comment tu réfléchis à la création de ton costume en lui-même avant, et est-ce que les contraintes techniques, du coup, aussi de l'exercice, te poussent à aller chercher des nouvelles choses, à nourrir ta créativité aussi Ah là-dessus? oui. Oui, complètement. Et puis alors, moi, il y a un truc, je suis complètement autodidacte dans le costume. Donc j'apprends, là je suis vraiment en train d'apprendre. Donc j'ai pas vraiment encore de méthodologie. Je commence à être organisé, mais j'ai pas encore de méthodologie très propre, quoi. Mais c'est sûr que les commandes, moi ça me permet d'expérimenter des choses que je vais pas forcément faire pour moi parce que ça me ressemble pas, ou parce que voilà, mais par contre le procédé m'intéresse et donc je vais y aller, quoi. Et donc oui, ça m'intéresse. Et puis ce qui est très chouette, c'est que les gens qui me demandent des costumes, c'est des personnes qui aiment mes costumes de scène et qui aiment du coup mon univers, en fait. Et c'est très flatteur. Qu'est-ce que tu utilises comme astuce aujourd'hui sur tes costumes? Ça dépend. Moi, je m'inspire pas mal de ce que j'ai vu sur scène, forcément. Il y a des tricks qu'on voit très souvent. Enfin, voilà, dans le burlesque, tu vois bien, il y a des codes. On fait un peu tous les mêmes choses. Donc oui, effectivement, il faut réfléchir à la manière la plus gracieuse, facile et spectaculaire d'enlever un costume, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Moi, je suis assez adepte si on parle vraiment technique, les aimants, j'aime bien. Ok. Même si ça marche pas dans tous les cas. C'est un truc rigolo. Il y a pas mal de boutons de pression que les gens utilisent. Des zipettes. Des scratchs? Ah, les scratchs, C'est pas top avec le tissu, je suppose, alors, ça accroche, quoi. en fait, ça accroche et puis ça fait un bruit hyper moche. Ah,
Ok, Bah ouais, j'y avais pas pensé. ça fait crrrch, et on l'entend quoi, on l'entend vraiment. Du coup, non, pas recommandé le scratch. Ok. J'en ai fait beaucoup quand j'ai commencé sur mes costumes et j'ai niqué tellement de costumes, je me suis griffé sur scène, ça a bugué, au bout d'un moment le scratch il marche plus, enfin non. Éloignez-vous de ce velcro s'il vous plaît. Bah, par rapport aux costumes, alors c'est vrai qu'au tout début, c'était plus de la customisation. Pièces, soutien-gorge, culottes que j'avais. Et là, c'est vrai que j'essaye au maximum. Pareil, j'ai aucune formation de couture ou quoi que ce soit. J'ai dû prendre 4 cours de couture de base. Donc j'ai commencé la customisation. Donc t'achètes des strass, t'achètes des paillettes, des machins, des plumes, tu colles, tu couds. Vaut mieux coudre que coller, hein, parce que le pistolet à colle, ça va bien 5 minutes. Par exemple, Jeanne d'Arc, à part la culotte qui, bon, malheureusement, personne l'a vue parce que je suis restée coincée dans mon costume. Voilà. On la voyait de côté, on savait qu'elle était là. Voilà. J'ai tout fait moi-même. Donc, pour la première fois, j'ai fait moi-même un corset. Un corsetterie, j'en savais rien. Je savais pas par où commencer. Je savais pas... Voilà. Mais Internet est une mine d'or. Et je suis allée chercher du coup un patron sur Etsy d'une artiste qui fait du cosplay. Et grâce à cet artiste qui avait mis en ligne pour 5 € même pas un patron pour faire un corset, j'ai pu faire mon premier corset. Alors je suis nulle en anglais, donc il a fallu que je déchiffre aussi. J'ai tout fait moi-même. Ma jupe de French Cancan, elle a été faite par moi et mes petites mains. Et j'ai appris à manier une surjeteuse, à réenfiler des fils d'une surjeteuse. Donc pour les gens qui ignorent comment c'est un labyrinthe où il faut enfiler 3 ou 4 fils suivant ce qu'on veut faire. Et puis au niveau de l'inspiration, c'est pareil, c'est aller voir... Il y a une multitude de façons d'enlever un soutien-gorge, si on enlève juste une coque ou si il souffle de devant. Et puis en plus, le costume, c'est pas... Il fait vraiment partie du numéro. C'est pas juste, voilà, il est là, il faut l'enlever. Comme disait Neil, c'est vraiment quelque chose de... Ah ouais, elle l'a enlevé comme ça. Ok. C'est trop cool, quoi. Voilà, on ne s'y attend pas. J'ai vu des ouvertures de corsets où dedans, c'était un poignard, par exemple, et la performeuse enlève le poignard et le corset tombe. Le corset tombe. J'ai vu des soutiens-gorge où on a juste à serrer la poitrine. Ça, j'adore. Et ça s'ouvre. Enfin, c'est génial, quoi. C'est de la magie. C'est vraiment de la magie. Comme ça. Après, il y a des couturières qui ont leurs tricks. Aussi, comme c'est Manu Gétois qui met à disposition, en fait, c'est un système d'abonnement. Sur Patreon. Ah oui. Ouais. Et tu payes et elle te dit, bah voilà, moi, comment je fais ça. Et tu peux, du coup, lui emprunter son idée, quoi. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le corset et sur le costume historique, je vous invite à aller réécouter l'épisode numéro 1 avec mes collègues Green Martha et Lamal de Delphine, qui parlent un petit peu plus aussi de où aller chercher pour pouvoir créer vos propres costumes, et notamment vos pièces de corsetterie et quel livre de référence vous pouvez utiliser. Génial. Ouais, je sais. Trop hâte de l'entendre. D'ailleurs, si tu ne veux rien rater et avoir des exclusivités avant tout le monde, je t'invite à t'abonner à ma newsletter directement depuis mon compte Instagram. Le lien se trouve en bio. Donc c'est le moment où on parle de nos colères parce qu'elles sont importantes et légitimes. La colère, c'est aussi un sentiment positif parce qu'elle nous permet de poser des limites quand elles sont dépassées. Et donc du coup, je voudrais savoir, c'est quoi votre dernier coup de gueule ? C'était hier, je parlais avec une collègue burlesque. Et en fait, en ce moment, c'est assez dur de vivre quand on est artiste, quoi. Tu parlais des coupes budgétaires, etc. Et en fait, j'ai poussé un coup de gueule parce que je me disais, j'en ai marre en fait
d'être tout le temps à flux tendu. J'en ai marre que les métiers artistiques soient jamais valorisés, enfin, ou si, mais bon, que dans certains, que dans certains cas, enfin, de gueule. Yes, Pardon. et plus que légitime. On a besoin des artistes pour pouvoir créer des imaginaires. Mm. Et on a besoin des artistes aussi pour s'amuser, se divertir. On était fort contents de les Mm. avoir pendant le confinement. Ce serait bien de ne pas les oublier après. Mm. Et de continuer de donner de l'argent public pour pouvoir permettre l'accessibilité aux arts, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que les coupes budgétaires, ça peut faire augmenter les prix de manière drastique. Lorsque je suis allée au Quai, qui est une salle de spectacle à Angers, ils avaient glissé à l'intérieur du fascicule une petite lettre d'information. Cela disait: si la culture et le CNDC n'étaient pas subventionnés par des financements publics, votre place de spectacle vous coûterait non pas 27 €, mais 90 € pour le prix d'une place en tarif plein. La réalité des subventions dans l'art, c'est que ça fait moins de spectateurs et de spectatrices qui peuvent se permettre de venir voir des spectacles et donc laisse la place uniquement à des personnes qui ont de l'argent pour pouvoir apprécier l'art et la rend moins populaire. Et au-delà de ça, c'est aussi, s'il y a moins de spectacles, ça veut dire aussi qu'il y a moins d'artistes qui sont embauchés pour créer des spectacles. Et donc, on appauvrit l'art, on précarise les artistes. Bah avec Marina, donc Marina qui est mon moi de tous les jours. Il y a un monsieur qui regardait une émission, les Reines de la route. Donc en fait, des femmes qui sont routières. C'est trop cool. Moi, j'adore cette émission. Et en fait, eh ben, il a eu un propos vraiment déplacé. Et je me suis dit, non, je peux pas laisser passer. Et en fait, dans une des séquences, bah, on voit ces femmes qui vont se coucher. Et bah, elles vont pas se coucher en, en pyjama, pilou-pilou. Bon, enfin, elles font ce qu'elles veulent. Et pour certaines, elles sont apprêtées, elles sont hyper bien maquillées, elles conduisent apprêtées, petite nuisette ou quelque chose comme ça, mais parce que c'est comme ça. Et qu'elles font bien ce qu'elles Et veulent. voilà, et en fait le monsieur m'a dit ah oui, il y en a une, franchement elle aurait été à poil, ça aurait été pas mieux ou quelque chose comme ça. Et là il renchérit en disant faut pas se plaindre s'il y a des viols. Alors je lui dis ah, alors là non, je suis pas d'accord. Je lui dis on serait libre en tant que tout être humain, pas que femme, mais tout être humain, de se balader comme bon nous semble, même à poil si on veut. Si les personnes savent pas bien se conduire, c'est pas notre faute. C'est même plus qu'on puisse plus faire, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire quelque chose tranquillement, qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Cette réflexion, elle rentre totalement dans la culture du viol. C'est quoi la culture du viol? C'est le concept sociologique qui est utilisé pour qualifier un ensemble d'attitudes et de comportements qui sont partagés au sein d'une société donnée et qui minimisent, normalisent, voire encouragent le viol et surtout le légitimisent, par exemple sur le fait que se déshabiller, ça pourrait amener à avoir des agressions sexistes ou sexuelles par la suite et à renvoyer la faute sur la victime et non pas l'agresseur. Faites-vous entourer, faites-vous accompagner si jamais ça vous est arrivé. Vous avez plein de professionnels de santé qui sont présents et d'associations. Je mettrai les ressources en barre d'infos. Ne restez pas seul et gardez en tête que c'est pas vous les responsables. Vous n'êtes responsable de rien. Quelle que soit la tenue, que vous soyez en slip, que vous soyez en parka, ça n'est pas la raison et on trouvera toujours une justification pour vous dire que c'est de votre faute alors que ce n'est jamais votre faute. Quand il m'a dit ça à 8h30 le matin, Ah non, pas le matin là, en plus. Ah ouais, il est réveillé. trop tôt, il est trop tôt. Est-ce que vous avez des recommandations dans votre domaine ou qui n'a rien à voir, en livre, en film, en série, en jeu vidéo, en coup de cœur? Oui. Je ne pourrais que vous recommander l'émission sur France Culture, enfin, c'est la série documentaire, et il y a plusieurs épisodes sur le cabaret, et ça s'appelle Cabaret. Donc LSD, la série documentaire France Culture. Et c'est très intéressant parce que ça parle vraiment de l'histoire du cabaret. Il y a quelques mois, j'ai vu Les Reines du Drame, j'ai trop adoré. Ça parle de un couple de musiciennes
qui sont en quête de gloire et tout. Il y a Bilal Hassani dedans, en fait. C'est Bilal Hassani, en fait, qui fait comme qui est influenceuse sur plusieurs dizaines d'années, en fait, et qui suit ces deux starlets, en fait, qui sont parfois un peu déçus, enfin, ou alors qui ont une gloire fulgurante pour se brûler les ailes après et tout. Et c'est très cartoon et tout, hein, mais je recommande, c'est tellement bien, c'est tellement cool. Voilà. Trop bien. Et c'est une romance en fait aussi. Alors, au niveau des recommandations, moi aussi j'en ai quelques-unes à apporter. Il y a notamment l'anthologique, que dis-je, le cultissime Rocky Horror Picture Show. C'est une comédie musicale horrifique de Jim Sharman, si vous la connaissez pas, qui est assez ancienne. De Par une nuit d'orage, la voiture de Janet et de Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer tombe en panne quelque part au milieu de nulle part, et ils sont obligés de se réfugier dans un mystérieux château, et à ce moment-là, ils vont faire la rencontre de ses occupants, pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences. Je vous conseille particulièrement les séances animées. Quand je dis animées, ça veut dire que pendant qu'il pleut, vous recevez de la pluie, pendant qu'il y a des mariages, on lance du riz, et quand certains personnages apparaissent à l'écran, on les insulte ou on les fustige. En fait, vous avez notamment des actrices qui viennent jouer par-dessus le film les mêmes rôles qui sont déjà faits. Et c'est génial. Vraiment, allez-y, ça vaut le détour. Et ces séances animées, elles existent notamment à Paris, au cinéma studio Galante Berruchet. En autre recommandation qui parle un petit peu de toute cette culture de freak show, on a le film de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. On est dans les années 1940 à New York et il y a Stanton Carlyle qui attire l'attention d'une voyante et de son mari mentaliste lors d'un carnaval itinérant. Et en utilisant des connaissances nouvellement acquises, Carlyle commence à escroquer l'élite et c'est absolument trop cool de voir ce film. Alors évidemment c'est du Guillermo del Toro donc c'est assez fort en termes de parti pris esthétique, donc voilà. Mais ça peut vous donner une petite idée de ce que pouvaient être ces cirques itinérants, ces cabarets itinérants, ces freak shows qui pouvaient partir. Et la dernière recommandation que j'ai à vous donner, c'est une recommandation littéraire, BD. Donc c'est Le Jardin, Paris de Gaël Guenillet. Ça se passe dans les années 1920 et c'est l'histoire de Rose qui est un garçon de 18 ans et comme toutes les filles qu'il fréquente depuis sa naissance dans le cabaret dans lequel il a grandi, il veut danser. Le Jardin, c'est le cabaret de sa maman qui est un cabaret parisien au succès grandissant qui est dirigé par cette femme incroyable qui est sa mère. Toutes celles qui y travaillent ont un nom de fleur, c'est pour ça qu'on l'appelle Le Jardin. Et l'ambiance y est très familiale. Rose souhaite à son tour être effeuilleuse et se produire sur la scène devant un public comme ses amis et va rapidement devenir l'attraction principale. Je vous conseille fort cette BD, au-delà du scénario et de la beauté des dessins qui est incroyable. C'est que c'est pas un univers uniquement féminin ou masculin et le personnage de Rose est une personne non binaire, ça n'est jamais dit, ça n'est jamais un sujet. Et c'est extrêmement rafraîchissant d'avoir une BD où l'identité de genre n'est pas le centre du sujet, mais juste un élément du récit. Par rapport à mes recommandations, il y a un film que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, c'est Rosalie. Rosalie qui est sortie en 2023, qui est l'histoire d'une jeune femme dans la France 1870 qui en fait cache un secret parce que depuis sa naissance, son visage et son corps est recouvert de poils. Et c'est ce qu'on appelle une femme à barbe, mais elle a jamais voulu devenir un vulgaire phénomène de foire, de peur d'être rejetée. Elle a toujours été obligée de se raser, jusqu'au jour où elle rencontre un tenancier d'un café, et acculé par les dettes, et en fait elle l'épouse pour sa dot, sans savoir son secret. Et au fur et à mesure du déroulé du film, elle va laisser pousser cette barbe et par rapport à cette barbe-là, les gens viennent, voilà, que j'ai beaucoup aimé. C'est un film français. Encore un autre film, on a parlé rapidement, je pense que ce film, j'ai dû le voir des dizaines de fois. C'est le film tourné de et avec Mathieu Almaric, qui est juste incroyable, parce qu'il a été réalisé avec de vraies performeuses burlesques, effeuillage burlesque, dont Dirty Martini,
qui est toujours sur scène d'ailleurs, et qui accompagne Dita Von Teese, et qui d'ailleurs sera invitée pour un festival à Reims, si je me trompe pas. Elle sera chez nous en France. Trop bien, hein. Ouais, c'est Incroyable. trop cool. Mais c'est par rapport à la troupe qu'il y a dans ce film. Il y a le livre Cabaret New Burlesque de Stan Guigui, avec toutes les photos de coulisses, de scènes. Je vous recommande vraiment très fort. Tourner, il fait beaucoup de bien au cœur. C'est clair. Et j'ai vu il y a pas si longtemps, et c'était un documentaire sur Thierry Mugler, vraiment pépite. Ok. Je connaissais l'artiste, mais j'ignorais vraiment tous les shows qu'il avait pu faire par rapport à ses créations. Mais c'est juste c'est pépite, c'est vraiment une source d'inspiration. Et en fait, j'ignorais vraiment l'univers de cette personne, et je suis restée vraiment Bouche bée. ouais, émerveillée et bouche bée de cette créativité de dingue, quoi. Où est-ce qu'on peut te suivre si on a envie de suivre les aventures de Hot-Headed Christine? Hot-Headed Christine, tout à fait. Alors du coup, sur Instagram principalement et sur TikTok, Hot-Headed Christine, H-O-T-H-E-A-D-E-D, Christine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, évidemment. merci. Mais c'est principalement ça, puis TikTok c'est pareil. Vous me trouverez sous le même blaze. Est-ce que tu as une date de prévue bientôt? Ah bah oui, il se peut que le 14 on fasse quelque chose pour la Pride au Live Bar. Voilà, Le 14 juin au Live Bar, vous pourrez retrouver Hot-Headed Christine normalement. faire des bêtises avec des Ouais. collègues. Et On ça, adore on faire des adore. On commence. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de voir plus de Oh là là Victoria? Eh bien, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Olala Victoria, O-H-L-A-L-A, Victoria. Quand est-ce qu'on te retrouve sur scène? Avec les BFF, on joue au TNT à Nantes le jeudi 5, le vendredi 6 et le samedi 7. Donc le jeudi et le vendredi, ça sera pour notre nouveau spectacle féminin. Dont on a parlé un peu plus tôt, il est trop bien, allez le voir. Et le samedi 7, ça sera plus en mode cabaret. Donc d'autres numéros, d'autres univers, etc. Merci à vous deux d'être venus au micro du podcast Les Vivants. C'était un plaisir de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous deux. Les Vivants, le podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écouté papoter. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le partager, à nous mettre un commentaire ou des étoiles sur ton appli de podcast préféré. S'il y a des thèmes ou des invités que tu aimerais avoir ici à l'avenir, tu peux m'envoyer un mail à lepodcastlesvivants@gmail.com. Toutes les informations sont en barre d'infos. Et n'oublie pas, tu es une pépite, un bijou, que dis-je, un diamant. Alors ne laisse personne te dire l'inverse, pas même toi. À bientôt pour le prochain épisode.